Evening News. La presse présente ses vœux de nouvel an au président de la transition. Dans un instant, plus d'informations sur la rencontre avec nos reporters. Le collectif pour la sauvegarde de l'URD annonce la tenue d'un congrès extraordinaire. C'était lors d'un point de presse ce jeudi 6 janvier 2022. Hors du Mali, en Centrafrique, la culture de l'arachide peine à se développer en raison de l'insécurité. Sujet à suivre dans la page consacrée à l'actualité internationale dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce Djoliba Evening News sur Djoliba TV News, la première chaîne d'information du Mali. La presse malienne, par la voix de ses différentes structures représentatives, a présenté ce vendredi ses vœux de nouvel an au président de la transition. Les hommes de médias et les structures de régulation du domaine ont aussi profité de cette occasion pour présenter leur cahier de doléances au président Assimi Goïta, Harouna Salia Kone. La presse à Koulouba pour présenter ses meilleurs vœux du nouvel an au président de la transition. Cette traditionnelle cérémonie a vu la participation des structures représentatives de la presse à l'image de la Haute Autorité de Communication, du Comité national de l'égal accès aux médias d'État, de la Maison de la Presse, de l'Amatel. Cette occasion annuelle est saisie par les hommes des médias pour présenter leurs doléances au chef de l'État. Pour la HAC, il s'agit d'adopter une loi régissant certaines insuffisances du secteur, comme la presse en ligne. Si l'organe de régulation dispose aujourd'hui d'un arsenal juridique suffisant pour réguler la presse audiovisuelle, la Haute Autorité de la Communication ne dispose à ce jour d'aucun texte lui permettant de réguler la presse en ligne et surtout, je répète, la presse en ligne, surtout. C'est la raison pour laquelle les ateliers dont je viens de parler ont pris en charge, entre autres, et outre la relecture de la loi portant presse et délit de presse, l'essentiel d'un projet de texte encadrant la presse en ligne, l'aide à la presse et la carte de presse des journalistes professionnels. Justement, parlant de l'aide à la presse, le président de la Maison de la Presse plaide auprès du colonel Assimi Goïta pour l'indexation de l'aide à la presse au budget de l'État. Pour trouver des réponses appropriées à ces défis, l'aide à la presse doit sortir de la volonté ou de l'humeur du chef du jour. Il est nécessaire d'indexer cette aide au budget de l'État. Nous avons proposé 0,25% des recettes de l'État, ce qui n'est pas trop pour un pilier principal de notre démocratie. Les défis actuels de la presse, ce sont aussi nos confrères privés de leur liberté par les groupes armés. Bandjougou Dante demande au chef de l'État son implication personnelle pour la libération de nos confrères pris en otage. J'ai également pris bonne note des cas d'enlèvement et de prise en otage de certains de vos collègues. Sans distinction de nationalité, soyez rassurés que le gouvernement continuera de déployer des efforts constants pour leur libération, comme ce fut le cas pour d'autres. Par ailleurs, le président Goïta salue l'un des piliers fondamentaux de la démocratie qu'est la presse. Il plaide à son tour pour un assainissement du secteur qui souffre d'un désordre inouï. L'avènement de la démocratie au Mali est indissociable du combat d'avant-garde mené par la presse malienne, dont l'exercice de la liberté d'expression relevait de l'audace que la forte expansion des médias au Mali semble par endroits engager un effet de désordre qu'il est nécessaire de contenir afin de préserver les principes qui fondent la liberté d'expression dans notre pays. Année 2021, année triste dans l'espace médiatique malien avec les décès de nos confrères Adam Thiam, Awa Semega, Birama Fall et Makan Kone. À la suite des hommes des médias, le président de la transition s'est incliné sur la mémoire de nos confrères décédés courant 2021. Initiative pour sortir l'URD de ses difficultés. En effet, le collectif pour la sauvegarde de l'URD a tenu un point de presse. C'était ce jeudi 6 janvier 2022. Le but de cette rencontre est d'informer le public sur les crises qui secouent le parti de la poignée de main et annoncer la tenue du congrès extraordinaire du parti prévu pour le 16 janvier 2022. Reportage Ibrahim Aguindo, Harouna Salia Kone.
Les linges sales se lavent en famille, a-t-on coutume de dire. Tel n'est pas le cas pour CPS, le collectif pour la sauvegarde de l'URD, composé des dissidents du parti. Le collectif a tenu un point de presse ce jeudi 6 janvier pour parler de la crise qui sévit au sein du parti et les enjeux du prochain congrès extraordinaire. Pour le porte-parole du collectif, le parti doit être sauvé. Tous ces problèmes que je viens d'évoquer et qui ont pour nom la mauvaise gouvernance, les dissensions sciemment créées, le non-respect des dispositions statutaires, les règles dictatoriales imposées au parti, des règles démocratiques, la discrimination imposée aux candidatures potentielles. Il importe aujourd'hui de sauver ce grand parti. Au dire du collectif, le congrès extraordinaire prévu pour le 16 janvier sera le remède aux problèmes que connaît le parti URD. Ce congrès sera l'occasion de renforcer les capacités de la direction du parti, de donner une réponse globale à tous les problèmes au sein de l'URD à travers l'élection d'un président du parti dont la légitimité devra renforcer le leadership. Depuis la mort du fondateur et leader du parti, Soumaïla Cissé, le 25 décembre 2020, l'URD est devenu un champ de conflit politique. Le parti peine à trouver un successeur unanime. Selon le frondeur, l'élection d'un nouveau président le 16 janvier prochain sera la solution stabilisatrice du parti de la poignée de main. Question d'éducation et toujours blocage au niveau de l'éducation nationale au Mali. Après l'échec des négociations avec le gouvernement, la synergie des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 observe une grève du 4 au 11 janvier 2022. Quelles sont les raisons de l'échec de cette énième tentative de négociation? Notre reporter Aïssata Traoré s'est entretenu avec Ousmane Al-Moudou, porte-parole de la synergie des syndicats de l'éducation nationale. Suivant. Vous savez, la demande des syndicats de l'éducation, c'est l'application de l'article 39. Cette application se traduit par l'élaboration d'une nouvelle grille au statut personnel enseignant. C'est ce que les enseignants demandent. Le gouvernement exclut toute discussion sur la grille. Les représentants du gouvernement, dans un premier temps, nous ont dit qu'ils n'ont pas mandat de discuter de grille. Et au deuxième temps, ils sont venus dire qu'on leur a carrément dit de ne pas discuter de grille. Et ils sont dans une logique d'une valorisation d'une prime qui existe déjà, qu'on appelle la prime spéciale de responsabilité des enseignants qu'ils veulent valoriser à hauteur de 10% comme première proposition. Ensuite, ils sont allés à 15%. Et je pense que c'est ce que vous entendez très souvent le gouvernement communiquer pour parler de cette grille-là. J'ai tout simplement dit que ce pourcentage, et ce montant, si vous le répartissez conformément à ce qu'ils ont proposé entre les enseignants du Mali, c'est des augmentations qui varient entre 3 100 francs et 8 000 francs par enseignant selon que vous soyez de la catégorie C, de la catégorie B ou de la catégorie A. Après ce mouvement de grève, forcément, on va vers d'autres actions pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Ensuite, nous sommes en train déjà de préparer un autre préavis de grève à la fin de celui qui est en cours. Et ensuite, nous sommes dans la perspective d'organiser une grande marche pacifique nationale sur l'ensemble du territoire. Nous allons voir d'ici la fin du mois ou début du mois prochain. Nous sommes en train de nous organiser par rapport à ça. Souvenez-vous-en, il y a quelques jours, on lui consacrait un reportage. Il s'agit du jeune ingénieur malien Abdoulaye Souaré. Il a impressionné le monde entier avec son invention, le fourneau générateur de courant, un fourneau qui permet de faire la cuisson et en même temps servir de source d'électricité. Une innovation qui a attiré l'attention de l'ancien Premier ministre Moussa Mara, qui a tenu à rencontrer le créateur. Écoutons sa réaction au micro de Abdoulaye Koniba Konate. Le jeune Souaré que je reçois aujourd'hui, on peut dire qu'on est fier de lui. On est fier de lui d'abord parce que c'est un produit de l'université malienne. Il a fait la FAST. Au moment où tout le monde décrit nos formations, c'est bien la preuve qu'on peut faire notre université et réussir au-delà de nos frontières et très largement. Après la FAST, il a travaillé à l'extérieur. Il a travaillé pour une grande compagnie internationale, BP, British Petroleum. Après, il a décidé de revenir au pays. C'est un second motif de satisfaction parce que beaucoup de nos jeunes partent, mais peu reviennent. Et il a décidé de revenir au pays
pas pour travailler comme salarié, mais pour faire son entreprise. Ça aussi, c'est un motif d'espoir. Il a pris des risques. Et il a pris des risques dans un domaine qui préfigure notre avenir. Vous savez, nous sommes dans le Sahel. Le Sahel est la zone au monde qui souffre le plus des changements climatiques. Lui, il travaille dans le développement durable et particulièrement dans la récupération de la chaleur pour transformer en énergie et en électricité. Et son produit emblématique, c'est le fourneau que nos mamans, nos tantes, nos sœurs, nos épouses utilisent pour faire la cuisson. La chaleur produite par ce fourneau, il récupère pour transformer en électricité. On peut charger nos téléphones avec, on peut faire d'autres usages avec, à partir du fourneau pour la cuisson des aliments. Donc un jeune Malien qui est en bonne voie. Maintenant, place à l'image du jour et nous allons vous amener aux États-Unis pour vous parler du pont du Golden Gate. Le pont du Golden Gate est un pont suspendu situé dans l'État de Californie, traversant le Golden Gate, détroit par lequel la baie de San Francisco débouche dans l'océan Pacifique. Il permet ainsi de relier la ville de San Francisco, située à la pointe nord de la péninsule de San Francisco, à la ville de Sausalito, située à la pointe sud de la péninsule du comté de Marin. Financée par la World Project Administration, sa construction, qui se heurte à de nombreuses difficultés, débute en 1933 et s'étale sur une durée de 4 ans pour s'achever en 1937. Lors de son inauguration en mai 1937, le pont du Golden Gate était le pont suspendu dont la portée maximale était la plus élevée, avec 1280 mètres entre ses deux pylônes. Le titre était jusqu'alors détenu par le pont George Washington à New York, achevé en 1931 et dont la portée maximale était de 1067 mètres. En termes de longueur, le Golden Gate mesure 1970 mètres et les deux pylônes culminent à 230 mètres au-dessus des eaux du détroit du Golden Gate. Il est ainsi longtemps resté le pont suspendu le plus long du monde avant d'être supplanté par les 4176 mètres du pont Verrazano-Narrows à New York en 1964 et ces deux pylônes restèrent pendant de nombreuses années les plus hauts du monde. Il est en outre aisément reconnaissable à sa couleur orange internationale et à l'architecture de ces deux pylônes. Selon un classement de l'American Society of Civil Engineers, l'ouvrage d'art fait partie des 7 merveilles du monde moderne. À présent, suivons le récit de l'actualité hors de nos frontières avec Aminata Traoré. Au nord-ouest de la Centrafrique, la culture de l'arachide représente un espoir de la petite ville de Poua, à 500 km de la capitale centrafricaine Bangui. Mais les combats entre rebelles et forces pro-gouvernementales freinent le développement de la filière dans ce pays, parmi les plus pauvres du monde en guerre civile. Célestine Inforo, cultivatrice d'arachide, nous donne ses impressions. Cette année, avec l'insécurité, il y a eu trop de menaces et de vols. On a dû vendre la production très vite et à bas prix. Maintenant, on manque de semences pour replanter. Jean-Paul Dompaye, gestionnaire d'un stock d'arachide soutenu par Oxfam. Ce qui nous bloque à développer beaucoup plus l'arachide à Poua, c'est à cause de l'insécurité. Quand nous voulons ramener nos produits pour Bangui, pour Berbereti, même soit bois, vous allez écouter parler des coupeurs de route. Les analystes estiment que les électeurs de la génération Z détiennent l'une des clés du chemin délicat vers la réélection du président turc Erdogan, mais plutôt qu'aux jeunes de 2002, lorsque l'ascension d'Erdogan survient une rupture avec la corruption systémique de la stagnation économique. Les adolescents d'aujourd'hui semblent plus tentés de blâmer le gouvernement pour les maux de la société turque. En réponse à cette situation, le Parti de la Justice et du Développement AKP d'Erdogan organise des événements et des festivals axés sur la jeunesse pour attirer les jeunes générations. Ils disent que les jeunes s'éloignent de l'AKP. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des mensonges. L'AKP se soucie surtout des jeunes. L'AKP est un parti dont un jeune
de 18 ans est membre du Parlement. L'AKP est un parti où le plus jeune, si vous regardez l'âge moyen des membres du parti. Oguyan Ahan, étudiant en droit, s'exprime. Nous n'avons plus le rêve de visiter l'étranger. Voyager à l'étranger, faire un tour du monde, étudier à l'étranger pendant un certain temps et revenir ensuite. Ce n'est plus un problème, car on sait ce qui va se passer à l'avenir. Le prix de la vie augmente inutilement. Je pense que cela ne devrait pas se produire. Le ministère russe de la Défense publie des images de troupes et véhicules militaires russes chargés à bord d'avions à destination du Kazakhstan. Cette arrivée de forces militaires fait suite à l'appel à l'aide lancé par le gouvernement kazakh, longtemps considéré comme l'une des républiques ex-soviétiques d'Asie centrale les plus stables. Le Kazakhstan, riche en énergie, est confronté à la crise la plus grave qu'il a connue depuis des décennies, après que des journées de protestation contre la hausse des prix du carburant ont dégénéré en troubles généralisés. En invité culture, nous recevions Songhai Blues. Suivant. Songhai Blues parce que nous sommes d'abord de l'ethnie Songhai, on vient du nord du Mali. Mais lorsqu'on a créé le groupe en 2012, comme vous l'avez si bien dit, notre premier souci, c'est de vouloir représenter les populations qui étaient en difficulté, les populations du Nord qui étaient majoritairement Songhai. Donc on a trouvé l'identité de l'ethnie qui est sur place pour nous approprier ça, pour être mieux les porte-voix de cette population, à les représenter en matière de culture et aussi en matière de leur aspiration quotidienne qu'ils vivent en 2012. Le Mali est représenté à travers le Songhai Blues et il n'y a pas que le Mali, il y a aussi tous les autres pays, pratiquement beaucoup de pays africains qui ont été représentés par des artistes aux journées musicales de Carthage. Et on a croisé d'autres artistes, il y a eu de belles échanges, il y a aussi la très grande soirée de fin des journées qui a été clôturée par le groupe Songhai Blues, qu'on a eu l'honneur, parmi tant d'autres artistes, à clôturer la grande soirée. Donc je dirais qu'il y a eu des belles échanges, il y a eu de l'expérience. Pour la date de l'album, je rappelle que c'est un album traditionnel, et avec la collaboration de beaucoup de musiciens, beaucoup de musiciens, des musiciens traditionnalistes, aussi des invités, des guests. Je peux mentionner Rukia Kone, je peux mentionner Adama Yalomba, je peux mentionner Afel Boku et tant d'autres que je ne peux pas continuer de citer. Et c'est quelque chose, c'est un grand projet traditionnel, pour notre première traditionnelle, donc c'est un album qui va sortir très bientôt et on est en train de raffiner les dates pour voir quelle est la date optimale pour la sortie de l'album. En dehors de la sortie très prochaine de l'album traditionnel, il y a aussi l'album électrique qui est en train d'être enregistré. On a déjà commencé l'enregistrement. Et l'enregistrement doit se faire deux phases. La première, on a commencé ici à Bamako. La deuxième, c'est d'amener le grand producteur anglais qui s'appelle Paul White, de l'amener ici à Bamako pour faire l'enregistrement. Donc d'ici la fin de l'année, on compte faire ce projet électrique qui est aussi une première expérience pour nous. Et c'était là l'invité culture lors de notre précédente édition. Nous poursuivons ce journal cette fois-ci pour parler de sport, de la CAN, en vue de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février. Le sélectionneur des Aigles du Mali, Mohamed Magasuba, a fait confiance à 28 joueurs pour défendre les couleurs du Mali en terre camerounaise. Qui sont-ils? Quel est leur parcours? Amadou Tolo nous en parle durant tout le long de la CAN. Voici le premier numéro consacré aux 3 gardiens de but.
3 gardiens de but seront de la campagne camerounaise. Djigui Diarra, né le 27 février 1995 à Bamako. Il débute sa carrière footballistique au centre de formation du Stade malien de Bamako où il passe toutes les étapes de l'équipe cadette en passant par les juniors avant d'arriver à l'équipe senior du Stade malien. Gardien d'expérience, il est à sa 24e sélection avec les Aigles du Mali. Depuis quelques mois, l'international portier des Aigles est en train de monnayer son talent comme professionnel en Tanzanie, plus précisément à Young Africa. Tout comme Djigui Diarra, Ibrahima Di Bosso Mukoro, communément appelé Casillas, est lui aussi gardien de but. Très talentueux, il est né un 23 février 1990 à Bamako, au Mali. Il commence sa carrière footballistique comme gardien de but dans son quartier à Djelibougou, en commune 1 du district de Bamako. Distingué par les responsables de l'association sportive de Korofina, ASCO, il est transféré dans ce club. C'est d'ailleurs là-bas où il s'est fait distinguer par les responsables du Stade malien de Bamako. Après avoir joué une campagne africaine avec les Blancs de Bamako, Bosso Mukoro sera recruté comme joueur professionnel au Congo, plus précisément au tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. Avec la confiance renouvelée de Mohamed Magasuba, sélectionneur national, Mukoro est à sa 8e sélection avec les Aigles A. Visiblement le moins expérimenté parmi les gardiens de but choisis par le sélectionneur national pour cette CAN, Ismaël Diarra Diawara est un international malien qui garde les buts du club suédois Malmö. Âgé de 27 ans, il est né le 11 novembre 1994 du haut de ses 1,94 m. Il reste un grand atout pour la bande de Mohamed Magasuba. Le poste de gardien de but étant très important dans le football moderne car premier et dernier rempart à la fois, prions pour que nos gardiens soient à la hauteur des attentes. Et c'est sur cette note sportive que s'achève ce Djoliba Evening News. Aimables téléspectateurs, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.